Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau lieu de la plateforme de la création architecturale. Alors tout est né de la demande de Guy Amselem, qui un jour nous a mis au défi d'inventer un nouveau format. Un format pour justement expérimenter une nouvelle façon de parler d'architecture, de la montrer. Ainsi naquit la plateforme. Son concept est finalement assez simple. Il consiste à mettre en relation, à provoquer des rencontres, souvent improbables, entre des équipes d'architectes, on va en parler, et puis en même temps, deuxième programme, à garder un œil sur des questions les plus fondamentales, qui est la question du logement. Donc il y a d'un côté le programme Duos et débats, que je vais vous expliquer en 1 minute, et puis ce laboratoire du logement. Et tout le monde sait qu'ici, ce n'est pas une école d'architecture, donc il n'y a pas un laboratoire en tant que tel, mais c'est une veille sur la question du logement, donc sur les conditions de sa production, donc qui s'adresse donc à la maîtrise d'ouvrage autant qu'à la maîtrise d'œuvre, et qui, dans le débat actuel sur les normes, les conditions de l'habiter, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Donc cette plateforme s'est fixée une règle, ce qui fait débat, ce qui pose question. C'est vraiment ça notre règle et j'allais dire notre ligne éditoriale, comme on dirait dans un journal. Et d'ailleurs, la fréquence de parution, je fais exprès de filer la métaphore jusqu'au bout, eh bien, c'est un trimestriel qu'on va vous offrir. C'est que tous les 3 mois, la programmation va changer. Il y aura de nouveaux architectes et il y aura toujours de nouveaux logements, mais les 2 principes vont rester exactement les mêmes. Alors, qu'est-ce que sont ces duos? Les duos, ils vous proposent une confrontation, une émulation, parce que là vous allez voir, parce qu'il y aura à la fois du débat et de la controverse. Ils ne sont pas forcément d'accord, ils ne se connaissaient pas forcément avant, ils partagent, outre leur métier commun bien sûr, un socle commun, c'est-à-dire des positions théoriques, des approches, des démarches, mais leur travail est considérablement, j'allais dire, opposé. Il prend une forme complètement différente. Et c'est ça que nous allons analyser, regarder au plus près. Et pour cela, nous leur avons donné une carte blanche. Déjà, le lieu, j'aurais dû commencer par là, parce que tout le défi a été relevé déjà par d'autres architectes, en l'occurrence les Freaks, à qui nous avons donné un programme, nous avons donné un lieu, et on leur a dit, voilà, on veut faire des rencontres, créez-nous le lieu pour ça. Donc je voudrais saluer tout de suite les Freaks qui se sont associés à Formaboom, les graphistes, et tout ça, ils ont formé une équipe extrêmement soudée, dont vous voyez le résultat ici. Et donc leur concept, on est allé jusqu'au bout, et on était parti sur l'idée d'une sorte de ping-pong. De l'idée de, voilà, on va s'envoyer, je sais que dans les agences, et notamment chez les Freaks, c'est bourré de tables de ping-pong. Il y a souvent ça. Et on leur avait dit, tiens, c'est la métaphore de l'échange. Sauf qu'ils nous ont fait remarquer que l'échange, il y avait un gagnant. Et que ça n'allait pas avec notre sujet. Donc, le ping-pong, c'était mieux le half-pipe. Donc, d'où cette forme très forte, donc, qui nous a beaucoup interrogés, parce qu'on s'est dit, mais voilà, il va falloir que les architectes se l'approprient, voire la détournent. Et vous avez là ce soir, dans le cas de cette carte blanche, un merveilleux exemple de détournement de la forme, parce qu'on en oublie le half-pipe. Vous avez d'un côté la proposition en blanc des TVK et en noir des RAF, et ils n'avaient pas fait le casting ni les choses avant. Ils ont fait ça un peu à la manière d'un cadavre exquis. Chacun prend un bout et crée à sa manière et expose. Parce que la question que je leur ai posée, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez mettre sur la table ici, sur le half-pipe? Quel est le sujet que vous voulez voir traité aujourd'hui? Quel est celui qui... Donc, on n'est pas dans une exposition monographique, on ne montre pas son travail, c'est pas une expo, c'est une expérimentation. Donc, voilà. Et l'autre expérimentation, elle est ce soir, avec un critique invité qui n'a pas participé au choix de la rencontre, Sophie Trelka, à qui je vais passer le micro dans quelques secondes. Voilà, après que j'aurais dit que l'esprit de la plateforme, il est transgénérationnel. Vous allez voir ici, au rythme des 3 mois, plusieurs générations se confronter. Vous allez voir aussi, c'est trans-européen, c'est-à-dire que c'est toujours une équipe française face à une équipe venant ailleurs de l'Europe. Ce soir, des Néerlandais venant d'Amsterdam, donc les RAF,
Donc vous connaissez tout ce travail, évidemment, le bunker fondu. Hein, le bunker fondu, vous le connaissez tous. Vous voyez, regarde, c'est... Ils ont tous regardé sur Internet s'ils ne le connaissent pas, j'en suis absolument sûr. Et puis, transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'à la fois l'architecte-auteur, parfois seul, on va bientôt inviter Frédéric Borel, et puis aussi des collectifs. Donc il y aura donc l'ensemble, on pourrait dire le panel du métier qui va pouvoir s'exprimer autour de cette table. Donc ici, ce soir, c'est la séquence débat. Donc duo, c'est là-bas, débat, c'est là ce soir. Et maintenant, je passe la parole à Sophie Trelka. Merci. Bonsoir. Moi, je vous remercie d'être venus nombreux ce soir pour l'ouverture de cette plateforme de la création architecturale. Et je tenais à remercier également Guillaume Salem, Francis Rambert et son équipe, Christine Carboni, Martine Colombet, et ainsi que Nicole et Sandra qui vont assurer la traduction. Donc en simultané, ce ne sera pas facile. Et donc je voudrais les remercier pour la confiance qu'ils ont témoignée à mon égard en m'invitant à assurer la primeur, à assurer l'ouverture de cette plateforme. Donc la forme, comme Francis vous l'a expliqué, elle est inédite. Elle est inédite puisque les architectes sont amenés à présenter leur travail dans un cadre donné qui est ce half-pipe, donc piste de skateboard, dont le mouvement de va-et-vient est c'est assez symbolique. C'est un objet assez symbolique ici dans le cadre de l'exposition, puisque c'est l'idée que les idées puissent glisser les unes vers les autres et que les deux cultures puissent se rencontrer. Donc l'expérimentation, elle est aussi dans le fait de faire se confronter deux équipes de cultures différentes. Donc une équipe néerlandaise RAF et une équipe française TVK. Alors c'est vrai que ici en France, on ne manque pas on connaît bien les architectes étrangers puisqu'ils viennent souvent donner des conférences dans toutes les institutions françaises, mais c'est inédit de pouvoir les confronter de cette manière. Donc c'est une confrontation des idées, confrontation ce soir à travers un débat et expérimentation sur le off-pipe. Donc certains d'entre vous ont sans doute pu découvrir cette présentation des deux agences. Et donc je vais démarrer en parlant un peu de ce off-pipe, puisqu'il me semble être porteur de traits caractéristiques très forts dans chacune des agences, qui serait la façon d'envisager l'architecture. Donc là, pour RAF, on a un cadre donné, ce qui est inhabituel pour l'agence, puisque jusqu'à présent, vous êtes plutôt affranchi des cadres. Dans tout ce que vous faites, vous cherchez à sortir des cadres. Vous revendiquez même dans votre travail théorique, les Strategic Interventions, donc qui sont déclinés en plusieurs items, 11 exactement. L'introduction, c'est vous revendiquez bien vouloir travailler sur ce qui vous fascine. Donc là, pour vous, il fallait vraiment s'inscrire dans un cadre. Quant à TVK, donc j'ai eu quelques discussions avec l'agence en préalable à la préparation de cette conversation, et donc ils m'ont bien expliqué que l'installation, elle avait été conçue non pas a priori, donc ils ne sont pas arrivés avec des maquettes ou des images qui existaient déjà à l'agence, mais l'installation, elle a vraiment été générée à partir du half-pipe lui-même. Donc, dans les deux cas, on n'a pas d'idée a priori, mais on a plutôt de l'architecture qui serait envisagée comme un work in progress. Est-ce que vous pourriez chacun revenir un petit peu sur la genèse de votre intervention sur le half-pipe ? Qui prend la parole? Ronald? Okay, thank you for the introduction. Actually, as you already told during this introduction, for us, usually we are working with a specific context. Yeah, it's better. Usually we are working with a specific context. That's also the characteristic of our work. And this time it was quite difficult in that sense. I mean, we make a lot of exhibitions, but usually these are what we call total installations. So that means
that the whole environment is actually making, is becoming part of the installations we make and about the statement what we want to make on a certain spot. Now we had the given context of the half pipe, and it's not just the half pipe, because there is an excellent movie together with this half pipe, which I think is a really good combination of two different studios showing the way they work, and on the other hand, kind of more abstract models on the half pipe. And what we try to do with the half pipe is not to go into all the content we are explaining in this movie, but more focusing. Actually, the exhibition is called Shadows. It's more focusing actually on the aesthetics of the work, just presenting the way they are, because we usually never focus on aesthetic itself. But this time we thought that it was a good moment to do it. That's the reason why we set up an installation with different light models, which are emphasizing the different aesthetics of different projects. So that's for us also the first time, because and together with the movie, which adds the content, adds the content to all the different projects, I think it works. So this is how we came up with the idea. It's really the combination between the installation and the movie. Yeah. On est là dans la caméra obscura, et ce que je voulais préciser, c'est que vous avez réalisé les maquettes spécialement pour l'exposition. C'est pas un travail que vous menez à l'agence. Ce sont vraiment des objets qui viennent a priori. Yeah. We do make a lot of different models but usually they aren't made just for representing themselves. They are just kind of testing models of the reality. And what we did this time is try to focus more on the aesthetics, but on a miniature version of the real project. We actually never do that. So we usually just focus on using models to improve our idea and come to the next step. That's what we usually do. So, yeah. Alors, ce qui est assez surprenant, et là je vais céder la parole à TVK, c'est que vous avez travaillé chacun de votre côté, et finalement on a deux installations qui se répondent très très bien. Antoine ou Pierre-Alain, est-ce que vous pouvez expliquer un peu, à partir du moment où on vous a donné pour cadre le half-pipe, comment est née cette idée de parabole ? Alors, on peut parler du half-pipe, mais on voudrait peut-être juste expliquer 2-3 petites choses avant ça, parce que le half-pipe pour nous est une sorte de prolongement et de démonstration d'une idée qui est plus large, puisque quand la Cité, et Francis l'a expliqué, est venu nous voir, ils nous ont donné un peu une carte blanche, et on a été un peu frappé et intéressé par ce titre de plateforme de la création architecturale, qui est assez ambitieux et qui positionne ce mot création architecturale, qui est quand même quelque chose qui peut avoir du sens. Qu'est-ce que c'est que la création architecturale aujourd'hui ? Et nous, on s'est dit très simplement qu'il fallait d'abord qu'on fasse un acte de création, parce que sinon, franchement, si c'était juste montrer ce qu'on avait déjà fait, installer des choses, refaire des belles maquettes, juste pour montrer nos beaux bâtiments et être dans l'idée qu'on se re-regarde, ça ne nous intéressait pas. Et ensuite, qu'il fallait que les 3 mois soient un moment de création en eux-mêmes. Donc ce qu'on a construit, c'est un programme. Et d'ailleurs j'invite tout le monde, et je commence par ça, à regarder à côté du half-pipe le programme, qui est un petit dépliant noir. Et donc ce programme, c'est inviter des gens, faire des projections, montrer des choses, et montrer la façon dont on exerce ce métier et dont on essaye de faire de la création architecturale. Donc il y a 3 types d'événements. Des invitations, parce qu'on voulait
faire venir des gens qui nous inspirent, qu'on admire, avec qui on travaille souvent. Il y a Joachim Lepastier qui est critique de cinéma et avec qui on a même passé notre diplôme d'architecture qui est juste là et qui viendra la semaine prochaine faire une intervention. Il y a Sébastien Marot, Éric Lapierre et Aurélien Bélanger, donc un philosophe, un écrivain, un architecte et un cinéaste qui viennent. Et puis, on voulait faire des masterclass, c'est-à-dire montrer comment nous, de manière assez ouverte, comment nous on travaille, parce qu'on a eu une démarche avec Antoine depuis le début qui est une démarche très collective. Je pense qu'on a cette idée toujours que la création architecturale, il y a toujours encore cette vieille idée de l'architecte comme le créateur, celui qui fait son dessin, et puis après des gens qui se mettent à essayer de réaliser ce dessin-là. Nous, on n'a pas une démarche qui est exactement celle-là. Ça ne veut pas dire que celle-là soit pas possible ou intéressante, mais nous, on a une démarche qui est très collective, très cherchante, très mouvante, et on voulait donner à voir et exposer cette démarche-là, justement, à travers 4 masterclass. Et puis alors, il y a des projections, parce qu'on va montrer aussi des films, et notamment un film qui a été fait par Hila Becca et Louise Lemoine sur la place de la République. On les avait sollicités suite à un premier film qui a été fait par Louis Malle il y a 40 ans et puis un autre film qui a été fait il y a 10 ans. Donc il y a 3 films qui sont sur le même dispositif qui forment un corpus assez étonnant sur un espace public qu'est la place de la République avec 3 films de 90 minutes dont le premier est de Louis Malle il y a exactement 40 ans. Et j'ai oublié de dire que les invitations, c'est un format un peu particulier parce qu'on a demandé aux gens de venir lire ou de venir projeter des choses, donc de prendre le temps d'explorer l'œuvre avec laquelle ils travaillent et après d'en parler. Et puis enfin, il y a cette histoire de Halfpipe, peut-être, je voudrais pas être trop long donc on va y revenir, mais on a pris le pipe comme un site et on a essayé de faire un projet. Et le thème de ce projet, c'est la Terre est une architecture. Donc, plateforme de la création architecturale. Qu'est-ce que c'est être aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est être architecte aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est une agence aujourd'hui ? Je vais démarrer par quelque chose qui pourrait paraître un petit peu anecdotique, mais je pense que ça ne l'est pas tant que ça. Donc, je m'arrêterai sur le nom des agences. TVK, RAF. Donc TVK, c'est 2 membres de l'ancien groupe Tomato. C'est Frix qui a réalisé les aménagements. Formaboom qui a fait le design graphique. Dans le cadre de cette plateforme seront invités les architectes 50 and 40. Voilà, il y a beaucoup de noms comme ça, un peu sibyllins. Je ne vous parle pas des tanks et autres. Donc aujourd'hui, on voit que on n'a plus la même manière de nommer les agences. On n'a plus, en quelque sorte, il y aurait une disparition de l'architecte chef, architecte star, pour une configuration qui serait plus à géométrie variable avec des équipes changeantes en fonction des projets. Donc, comme vous l'expliquiez à propos du Halfpipe, donc pour les 2 équipes, il n'y a pas d'artefact a priori. On est bien dans le work in progress et le terrain est vraiment ce qui vient en premier dans le projet. Donc, est-ce que le nom qui est donné à votre agence, donc en fait vous disparaissez derrière des initiales ou derrière des mots, est-ce que ça veut dire une nouvelle façon de travailler par rapport à ce qui se passe ce qui se passait dans les ateliers plus classiques? Comment ça se passe dans vos agences respectives? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a davantage une importance qui serait portée sur le processus plutôt que sur l'objet fini? So we spent quite a lot of time changing our name and coming up with RAF, which is an abbreviation. Okay, you hear me better like this? Yeah, even closer. Yeah, okay. So we spent quite a lot of time on the name actually, because we wanted to have a name that also shows what we do, which is RAF is an abbreviation of the way we work. It's called Rietveld Architecture Art Affordances.
And we work at the intersection of art, architecture, and philosophy of affordances, where affordances are the possibilities for action that the environment offers. And it's the philosophical work that I do at the University of Amsterdam. So basically, the new name reflects the way we work as a multidisciplinary studio. So it's not just a funny name or so. It's really, we spend a lot of time thinking on it. Yeah. Yeah. Nous, c'était plus rapide à choisir. Donc Eric, vous avez parlé de transdisciplinarité. Donc je pense que ça c'est une des dimensions qui est devenue incontournable dans les agences. Et donc ma question s'adresse à vous puisque vous êtes philosophe et scientifique. Je précise quand même au passage que donc Arna Makik est architecte et que Ronald Rietveld est architecte paysagiste. Hein. Donc ça c'est quand même des... Comment dire, on voit bien que la transdisciplinarité, elle est au sein de l'équipe, elle est vraiment très 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 forte. Donc vous êtes spécialiste en sciences cognitives et donc plus particulièrement vous vous intéressez à la phénoménologie et donc à la phénoménologie et aux réactions spontanées des individus face à un environnement architectural. Vous participez à beaucoup de colloques, de conférences, vous publiez beaucoup dans des revues scientifiques qui sont renommées et reconnues. Est-ce que vous pourriez expliquer précisément quel est votre apport au sein de l'équipe? C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes vos recherches dans le domaine de la phénoménologie, des sciences cognitives, comment ça va être resservi dans le projet? Comment ça va trouver à être réifié dans le projet? Donc là, peut-être, est-ce que vous pourriez vous appuyer sur un projet? L'idée ce soir étant vraiment de débattre d'une manière plus élargie sur la création architecturale aujourd'hui et les grandes mutations aujourd'hui. Quelles sont les préoccupations des architectes aujourd'hui? Enfin, en tout cas, donc concernant la transdisciplinarité, peut-être un exemple bien concret pour qu'on puisse comprendre comment se fait le passage de l'un à l'autre. Okay, thank you. I'll try. I think the importance of phenomenology has to do with looking at how people experience places, which is something that is often forgotten in architecture. It's actually people who live in places and experience these, and we do things for them. So that's one thing. Central to the way we work is always to start from the qualities that are present at a certain location. We make site-specific work and we try to look very carefully at the qualities available at the place where we are working at different scale levels. So just it can be the light of the Venice Pavilion, which we worked in 2010. Or it can be a natural resource that is present, or it can be an important urban development that is taking place. It's always different, but we always look very carefully at the qualities there that are given. As the philosophy is concerned, it is indeed philosophy of embodied cognitive science, which is a field within cognitive science that tries to do justice to the fact that people experience the world, and also it has been influenced actually by Maurice Merleau-Ponty, who is a French philosopher who lived in Paris, of course. I think what is also important is that we start from affordances, so the possibilities for use that the environment offers. And one of the projects where that was really important was the End of Sitting. So that's a project basically that tries to present a new vision on the office of the future. So if I look at you, most of you are being seated, and that's of course given by the way that the environment is structured, making a place to sit and there. So the environment very often invites people to sit, and we wanted to make basically a vision on the office of the future and on the society of the future, where standing and moving positions were invited
by the way that the surroundings were made and built by us. So that's one of the projects that was starting from the affordances for standing and changing positions that we built, and was titled The End of Sitting, and is shown also in the movie. Yeah. Alors pour le public qui n'a peut-être pas encore vu la maquette qui est présentée sur le Halfpipe, ou je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, The End of Sitting, c'est une installation qui a été présentée pour la deuxième fois à Chicago, enfin qui est toujours présentée à Chicago. Elle est présentée jusque janvier 2016, et elle avait été présentée 2 ans auparavant, en 2013, aux Pays-Bas. Donc il s'agit d'une grande nappe oblique dans lesquelles il y a des sortes de creux, des chemins, et donc ces chemins sont délimités par d'autres parois sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut poser un ordinateur ou une feuille, on peut écrire. Donc on n'est plus assis, mais le corps peut quand même se reposer à un moment donné sur des parois obliques. Il y a moyen de surélever les jambes. Voilà, donc ça c'était The End of Sitting, pour qu'on comprenne bien votre propos. Et est-ce que vous avez travaillé avec des médecins, avec quel type de recherche, sur quel type de recherche ça s'appuie? Et ensuite, je voulais savoir si vous envisagiez d'autres applications possibles que l'univers du bureau, puisque The End of Sitting, finalement, s'asseoir, c'est une fonction que l'on trouve partout. Yeah, so the End of Sitting is a platform for research. It's a vision on the Office of the Future of 2025. And we have invited researchers from different scientific areas, like human movement sciences and public health, to do research on our object. And they have already written their first scientific study that investigates how people experience this Office of the Future. For instance, asked what it does mean for their well-being, what does it mean for their levels of energy, for their productivity. So all these kinds of, basically aspects of the work environment that are important for people. Yeah. Et donc, pardon, excusez-moi. Yeah, you have to imagine that supported standing really did not exist before. So we had to figure out everything ourselves. Every single angle we had to figure out ourselves. So we really also worked with a craftsman, and everything was built one-on-one to test it. And we tested it ourselves and with a group of people to see what works and what doesn't work. And eventually it improved, and we're still improving it. So now after Chicago, we're going to try to get it into the public library of Amsterdam, and also other different places to present it to different layers of the society also, to see how they would react towards it. On pourrait imaginer un aéroport sans siège à l'avenir, pourquoi pas? Actually, the End of Sitting is symbolic for the way we're working. Actually, the End of Sitting is a kind of example of the way we're working. It's a real-life thinking model. So it's not just talking, it's really experiencing. It's about, as Eric said, first about the working environment of the future, but it also opens up really new perspectives for all kinds of public spaces. Imagine, for example, as Arne said, public libraries, but also airports, public traffic. So what does it mean if we move away this table and this chair and we start to rethink over our whole environment? That was the basic question we asked ourselves. So if these archetypes doesn't exist anymore, how are we going to live then? So it's really about, and it's important to mention, the End of Sitting is of course really a statement. That's what we always try to do also in the title, but it's about changing positions during the day. This will be the future. So if there is one thing all movement scientists are convinced of, and everybody believes in, that's that you should change from position during the day. And of course, there will also be a possibility to sit in between, but it will be much more all kind of different kind of positions between hanging, leaning, standing, etc.
that's where we're going to and try to discover ourselves indeed with a carpenter. So really make it. And on another level, it's the end of sitting is also an example of the way we're working, because it's a total installation, as I said, a Gesamtkunstwerk. The whole space is taking part of it. The installation is not just an object in space like this. No, it's a complete environment. It's an experience when you be there. And that's for all our projects. And that's why it was for us quite complicated to come up with a half-pipe proposal, because we usually work the other way around. But it was also good to trigger. It was also good to trigger us in this way. Yeah. Vous n'allez pas faire le bonheur de l'industrie du mobilier. Vous allez vous attirer des ennuis. À propos de la transdisciplinarité, donc Raph, votre rapport, il est moins direct. Votre rapport à la transdisciplinarité, il est moins direct que chez Raph, puisque vous êtes tous les deux architectes, et quand même dans l'agence il y a une majeure partie d'architectes, mais vous expliquez bien dans la vidéo l'importance que représente pour vous ce travail disciplinaire. Et d'ailleurs dans la plateforme vous convoquez architectes et réalisateurs, et dans le cadre du travail que vous réalisez sur le Grand Paris, vous êtes également entouré d'écrivains et de philosophes. Donc pour vous, cette dimension-là, qui a toujours existé de toute façon, puisque le rapprochement entre l'architecture et les arts, ou le rapprochement entre l'architecture et l'ingénierie a toujours été de mise, mais aujourd'hui cette transdisciplinarité, elle revêt une autre dimension, elle s'ouvre à d'autres champs, donc qui sont la philosophie, les sciences, les mathématiques, la littérature. Comment vous envisagez cette dimension-là à l'agence? Et puis bien sûr, pour l'architecture en général, et en regard de la situation aujourd'hui. Je dirais pour nous, en tout cas, l'approche de la question architecturale et urbaine, même si nous on fait pas tellement de différence en fait entre les deux. Elle se fonde sur l'idée qu'on rentre dans un processus intellectuel. Donc qui dit processus intellectuel dit travail de recherche capable de mobiliser des compétences diverses en fonction des sujets sur lesquels on peut être amené à travailler. Donc depuis qu'on travaille ensemble, parce qu'on a commencé à travailler d'abord à 13 sur le périph', c'était le groupe Tomato que vous évoquiez tout à l'heure. On était déjà dans l'idée qu'il fallait le temps nécessaire et aller chercher autour de compétences diverses les moyens de pouvoir appréhender la complexité d'un sujet. Donc pour nous, la création a beaucoup à voir avec la complexité. Parce qu'aujourd'hui, faire de l'architecture, travailler sur la ville, c'est forcément reconnaître qu'on est dans la complexité. Donc il faut être capable de formaliser les choses, de problématiser, même si bien sûr il y a une part d'indicible dans la création, notamment dans la création architecturale. Donc on est amené d'une part déjà à deux, mais aussi au sein de l'agence, puisque l'agence regroupe aussi des architectes, des urbanistes, des gens qui ont une expérience assez différente, et puis aussi en fonction des sujets d'aller chercher et d'aller enrichir notre réflexion au travers de personnalités, de compétences qui sont externes. For us, it's exactly the same, in the sense that this is the kind of the basic knowledge where we're talking about. But we have so many different projects, also, for example, on cultural heritage, with lots of bunkers. We did a lot of military works and post-military works. And therefore, you need other completely different specialists. And we always get other specialists involved. So if it's about the end of sitting as movement scientist, but if it's... Yeah, sorry. If it's about the end of sitting, it's, for example, a movement scientist. But if it's about the Dutch waterline, it's about bunkers, and so you need another kind of specialist. Cool.
Yeah, even yes, closer. it's better like that. Okay, so you need another kind of specialist every time, and that's. Ce qu'on peut préciser, c'est que finalement, le noyau de l'agence qui est installé à Amsterdam, c'est 5 personnes, si j'ai bien compris, vous compris. Yeah. Et donc pour chaque projet, en fonction du contexte, en fonction de la demande, en fonction de l'échelle, Yeah. vous allez convoquer donc les compétences adéquates pour mener à bien ce projet. Indeed. Indeed, that's the way we work, and so that means that the core of the studio can be very small, and we expand this during the projects. We start with additional specialists, depending on the question, depending on the task, depending on what we think, and then it's even increasing. The team is becoming bigger towards realization. Sometimes 30 people, and then we're going back to 5 in the end. So that gives the possibility to deal with different topics every time. So in this way of working, so you don't want all this staff on your studio. So, ça sous-entend aussi, et ça, je pense que ça peut se discuter avec TVK, ça sous-entend aussi une structure d'agence qui puisse permettre ça. Donc, il y a peut-être cette souplesse-là que vous avez réussi à mettre en place et sur laquelle ça pourrait être un modèle sur lequel réfléchir pour nous à l'échelle de la France. Enfin, je ne sais pas si la transdisciplinarité est un sujet si intéressant que ça, mais je pense que je pense que tout le monde ici sait très bien que les architectes travaillent avec d'autres gens et c'est nécessaire. Alors je pense, que c'est bien que l'architecte soit de plus en plus inséré dans la société parce qu'il a eu une sorte de capacité à s'en extraire assez impressionnante. Deuxièmement, l'idée que on est entouré, on est dans un monde d'experts où tout le monde a une sorte d'expertise sur le monde extrêmement spécialisé et peut-être revendiquer que l'architecte, mais ça aussi tout le monde le sait je pense, mais ça peut résonner sur la façon dont on exerce la profession, comment l'architecte peut être évidemment capable de discuter et d'intégrer dans la façon dont il transforme l'espace, puisque c'est quand même a priori son domaine d'action, comment il est capable d'intégrer effectivement la complexité et l'expertise de plein d'autres personnes, donc de ne pas se positionner en expert. Et moi je trouve que ce qui est important et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de ne pas se positionner en expert. Je pense que il y a besoin d'essayer de ressortir de cette position de celui qui a une expertise sur les choses dans un champ donné et qui en général va nous limiter et va nous contraindre énormément dans la réflexion. Je voulais dire juste une chose, je suis assez admiratif du travail de Raph et notamment de cette capacité à se projeter dans le futur. De manière délibérée, de manière très volontaire comme ça, qui est effectivement assez différente de notre façon de travailler, où nous on est dans une sorte de balancier permanent, enfin ce qui m'amène à parler du temps, de balancier permanent entre le futur est aussi important que le passé et que le présent. Et donc je vois cette différence entre nous. Alors, enfin peut-être que c'est une différence superficielle en fait. Et je trouve assez intéressant de réfléchir à cette question du temps. Là aussi dans un moment où l'immédiateté a un peu pris le dessus, où les théories urbaines et architecturales ont beaucoup été construites à partir du présent, dans un déchiffrement du présent qui permet d'imaginer le futur. C'est-à-dire c'est la façon dont on s'explique que le présent est structuré d'une certaine manière, mais Corbu déjà faisait ça, c'est-à-dire on regarde et d'ailleurs on montre aux gens comment est-ce qu'il faut qu'ils regardent, parce qu'on regarde un paquebot et on se dit que ce présent-là qui est hors du champ de l'architecture, eh ben va nous permettre d'imaginer le futur de manière extrêmement radicale. Ce déchiffrement du présent, nous on essaie de le resituer dans ce balancier, c'est-à-dire que effectivement nous dans notre position, le passé est aussi important que le futur, et inversement.
Pour revenir un petit peu à donc vous parliez là de ce qui vous différencie, il y a aussi beaucoup de points qui vous réunissent, notamment la question des usages, donc qui trouve vraiment être parfaitement illustré dans The End of Sitting, et également dans le travail que vous avez réalisé Place de la République, que personnellement moi je trouve très réussi. Alors, est-ce que, par exemple, le travail de Raph autour de The End of Sitting vous a parlé, vous a éclairé? Est-ce que, à un moment donné, vous êtes dit on aurait pu faire différemment, ou on peut encore améliorer? Est-ce que c'est un projet qui vous a parlé, puisque ce sont tous les deux des projets très forts en termes d'usage? Comment vous avez abordé cette question des usages sur la place de la République? Donc moi, ce que je trouve particulièrement réussi, c'est qu'il n'y a pas de ségrégation. Donc il y a aussi bien quelqu'un qui va être à lire sur un banc, qui va être côtoyé de près par un skateur. Il n'y a pas de limite. Et ça, je trouve que le travail que vous avez réussi à faire, qui n'apparaît pas en plus, voilà, c'est invisible, on a l'impression qu'il n'y a rien. Et en fait, il y a beaucoup derrière. Et je pense que c'est vraiment un travail tout en subtilité, très intéressant sur les courbes de niveau, les vues, le regard. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus et puis justement essayer de faire un lien un peu avec le travail de Raph sur les usages? Je dirais peut-être pour même faire le parallèle avec la question du temps. Le travail sur la place de la République, il s'inscrit effectivement dans une certaine tradition, on pourrait dire. C'est-à-dire, il a à voir avec cet endroit, ce patrimoine particulier, la manière dont la place est composée, etc. Donc il y a une vraie attention sur la question de l'histoire, en fait, de l'héritage, on pourrait dire, de la place. Et en même temps, dans la façon de penser effectivement ses usages et son futur. On a plutôt réfléchi autour de la question de la disponibilité, de la scénarisation, de l'idée qu'il fallait justement pas trop chercher à définir les usages, mais plutôt porter, organiser une capacité de la place, une disponibilité de la place, des conditions pour que tout puisse s'y passer sans forcément qu'on soit capable d'anticiper trop les usages. Alors ce travail-là, il est, pour que ces conditions-là puissent se produire, ça nécessite en réalité de faire un travail assez précis sur le nivellement, sur la possibilité de s'asseoir sans forcément délimiter trop l'espace ou créer des obstacles, etc. Un petit peu, donc les nivellements, il y a un travail sur le il y a un travail, effectivement. Il y a l'architecture du sol pour la place de la République. Il y a vraiment un travail très très subtil sur l'architecture du sol. C'est l'espace. Enfin, quand on travaille sur l'espace public, c'est vraiment le centimètre, quoi. C'est-à-dire, ça se joue sur des choses très 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 fines. Donc, pour à la fois être capable de retrouver la grande dimension de la place, de retrouver l'échelle de la place, et en même temps de l'inscrire dans une forme qui permettent que s'y déploie la possibilité de s'y installer de différentes manières. Mais sans chercher trop. En tout cas, on avait justement beaucoup travaillé sur la manière de représenter la place, parce que c'était difficile aussi de montrer que ce qui comptait dans un projet comme la place de la République, c'était pas tant la composition, la proposition d'un dessin fini, mais au contraire un projet qui cherche à explorer ces possibilités d'usage. Donc on a beaucoup travaillé sur ces représentations-là, et puis effectivement on voit qu'aujourd'hui elle est occupée de plein de manières différentes, la place. On avait envie que puissent s'y dérouler aussi des choses qui a priori pouvaient paraître contradictoires, comme à la fois des manifestations et en même temps des occupations plus quotidiennes, quoi. Et bon, le résultat est je pense est assez fidèle à l'idée qu'on s'en faisait au moment de le concevoir. Juste pour compléter, ce qui est peut-être intéressant de préciser, c'est la tension entre la disponibilité et on pourrait même parler de affordances dont parle Raph, qu'on a essayé de conférer à l'espace, et
la précision du dessin que ça suscite. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une correspondance entre la nécessaire radicalité et précision d'une réalisation pour qu'elle permette justement une zone de liberté, une zone d'exploration. Et là, en l'occurrence, effectivement, enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui savent que la place de la République était bombée dans sa coupe transversale et que quand on était d'un côté, on ne sentait pas l'espace. Ce qui est extrêmement perturbant dans un espace de 300 mètres de long par 120 mètres de large, quand la composition est aussi forte et aussi formelle, de ne pas sentir l'espace et que l'espace fuit, disparaisse, comme c'était le cas avant. Et donc tout notre projet, c'est une pente à 1%. Donc c'est quand même une vraie question architecturale. Alors, de l'architecture, on va passer à la ville. Pardon, Ronald, vous vouliez réagir? Yeah, I want to add something, and I think we've been here this afternoon, and it's also in on the square. You could say you also created quite a lot of affordances. There are not really. You really have to look carefully for them, but they are there, and you can see it in the way it's used. I think it's an excellent square in the way it works as a vital public space. So, but it's really hard to discover where you see directly the spatial quality, but what you added to trigger people to behave in a certain way. And I think that's the smartness of this design, because it's there, and you see in the way it's used. I think it's an excellent place here in the city. So, and a complicated one with all the traffic systems, etc., combining. So it's an excellent job, and I think it's good that the architects did it instead of landscape architects in this case. Absolutely, I'm convinced about it. But besides this, I want to come back to something else. If it's about time and process and heritage, I think in 2010, when everybody still believed that the crisis would go over, we came up with Vacant NL in the Venice Pavilion, in the Dutch Pavilion on Venice, and made a statement about the potential of cultural heritage from the 17th, 18th, 19th, 20th and 21st century, which is lost now. 10,000 vacant governmental buildings already in the Netherlands. We are talking about hospitals, schools, churches, monasteries, go on, 10,000 buildings, beautiful buildings where everybody has been paying for in our society because it's communal heritage. What we said, this is really strange, that it doesn't give back something to society. We are not talking about offices from the market. Everybody is disappointed that offices are empty, but we are not sleeping bad because offices are empty. That's the problem of the market. But we are concerned about the potential of this governmental vacancy, which is actually from all of us, and that's what we wanted to do in Venice, sketching the potential for vacant heritage. And that was really complex research, and because you have to start thinking in the other way around. As architects, we are trained, you get a certain kind of program, and in the end is a building or a built object. Now the building is there, and we have to come up with a program. So it's the other way around in the way of thinking. So that's why we make the big book, the Dutch Atlas of Vacancy, which shows the potential of every building rather than designing everything. So this is really a thing in time and process, and potential towards the future. Oui. Donc là, pour situer un petit peu ce dont vous parlez, vous faites référence à l'installation Vacant NL, qui était la représentation néerlandaise dans le pavillon donc néerlandais à la Biennale de Venise de 2010. Et donc la recherche, la proposition de RAF c'est traduite par une recherche immense. Donc là, c'est un travail énorme que vous avez réalisé, donc à l'échelle du pays entier, où en fait, à l'aide, donc voilà, alors on retrouve ce qu'on disait au début. Vous êtes entouré de spécialistes adéquats, et donc il y a une équipe assez nombreuse pour recenser tous les bâtiments d'État qui sont
libre, inutilisé en Hollande et aux Pays-Bas. Et le travail a consisté à faire des recherches sur une réutilisation possible, qu'elle soit temporaire ou pérenne. Mais je crois que vous aimez aussi beaucoup le temporaire. Et donc, ce qui est très intéressant, on parlait du temps tout à l'heure, c'est que Vacant NL, ça n'a pas été simplement présenté dans le cadre de la Biennale de Venise. Donc, ça prenait une forme assez particulière. Le pavillon était resté complètement vide. Donc, on rentrait déjà dans ce grand espace vide. C'était assez impressionnant. Et il y avait un petit escalier dans le fond qui permettait de monter. On se retrouvait sous une canopée. On ne savait pas très bien ce que c'était, une espèce de mer bleue, la mousse qu'on utilise dans les agences pour faire les maquettes. Et arrivé sur la plateforme, on était sur cette mer de bâtiments regroupés. Donc il y avait bien une représentation exacte de tous les bâtiments libres. Et donc l'installation a duré le temps de la biennale, mais le projet dure toujours. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la particularité de ce projet, c'est que c'est devenu un master à l'université d'Amsterdam. Donc Eric et Ronald, vous enseignez dans un master qui s'appelle Vacancy, donc sur le vide, et que par ailleurs le gouvernement néerlandais, suite à ce travail, a fait de la patrimonialisation du vide, de la question de la réutilisation. Elle est devenue vraiment, elle a été hissée au rang de priorité au sein du gouvernement. Est-ce que vous pourriez justement parler de ça? Qu'est-ce que vous enseignez dans le cadre du master sur le vide? When it's about a master, what I said, so actually the design task is the other way around. So architects are trained to have a certain kind of program and make a building out of that. So now there is a building and we have to come up with a program. So that's where the base starts. So you have to look very carefully from out of the potential of every single building in a city, and you get all these questions, what they have had with Square, and what it's actually with every single urban space that you try to, if you take public, if you see a building more as a public space, how it works in the city, then it becomes a completely different topic, and you look in a different way, because you are starting to look in which way is it connected to Knowledge Institute. Because what we said, you should come up with an agenda which is related to the political agenda in the Netherlands. They want to develop a knowledge agenda. We also need spaces to develop knowledge. There are many of them. So what we said, we want to connect these vacant buildings to a political agenda of knowledge development in all different kinds of ways. So that's what that's the basic layer of the master, and that's how we trained to watch to this vacant heritage. What I want to add, it's something completely different than, for example, Bunker 599. This is much more about meaning, and this is not because the master was focusing on temporary vacancy. We said we can talk 10 years about what we're going to do, but you should start now. Bunker 599, for example, is a completely different way of dealing with heritage. It's making use of the local qualities, and it's more about meaning, revealing the meaning by cutting through the bunker and making something visible, which is there, which is actually taken off from view from the start. So from after 70 years, there comes light into the bunker. It becomes accessible. And another layer in our work, because it's always difficult with work which consists out of many layers. It's important to know that it was also a monument once we started to cut it already, and we got lots of. It took 5 years to get it done, not physically but in a political way, and in the end, after we've done it, and there was many resistance, it became a national monument. And it was actually a comment on UNESCO heritage, which is extremely conservative, because I think we are much too polite towards history. You should be radical also to history. History is not asking for just being polite, but also looking towards the future, knowing what has happened in the past, knowing the meaning, anticipating on it, and then come up with new interventions. So it's not just being rude, it's
knowing what is going on, and then make your intervention. And the Bunker 599 was also a statement on this political level, although it's physically, of course, really good designed. Yeah, I think also a good example for Vacant NL, and it was also in the Dutch Atlas of Vacancy, was our project Secret Operation 610. It was a huge area, an old military airbase. In the 1914, aviation pioneers like Anthony Fokker did big aviation tests there. It was a place where people never saw flights before, so it was a place where people went and saw flying as a new attraction to look at. They were enjoying it, and then during the Cold War, it became a military U.S. airbase. And eventually it got vacant, I think from 2006 on. And they asked us to make an architectural intervention over there. And there we really tried to translate this innovation in aviation, and also this movement of these F-15 aircrafts to a new function in the future. You can also see it in the movie, the images of it. But the past is really an important subject in our work. We always do really accurate cultural historical research. So I think that's something that we really have in common also. It's really a big important thing, and we always try to translate it to new functions for the future, but keeping this past in mind. Et dans le cadre de Vacant NL, donc dans ce que j'ai pu en voir, alors c'est quand même ça recense c'est plus de 10 000 bâtiments, c'est ça ? Le chiffre exact, voilà, donc c'est un travail immense. Moi, j'ai quand même vu qu'il y avait beaucoup de réutilisation dans le domaine culturel. Je pense que ce travail sur la réutilisation des bâtiments vides, elle peut aussi se questionner aujourd'hui à l'aune de notre actualité dramatique. Donc aujourd'hui, voilà, on est en train de faire face à des gens qui dorment dehors, à des migrations sans pareil et qui vont aller de manière croissante. Est-ce que, bon alors c'est effectivement au cœur de l'actualité depuis peu, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui trouverait sa place dans le projet Vacant NL? Je veux dire par là, est-ce qu'on pourrait envisager un programme un programme qui soit autre chose qu'un programme culturel? Yeah, of course. Sans, bien sûr, sans remettre en cause la qualité de votre travail sur Vacant. Mais... No, it's important to read Secret Operation as well as a cultural intervention, but as well as an intervention for knowledge development. Once you see it in the movie, try to imagine that we have 10,000 buildings, so this is just one, and it's showing the potential. There are experiments in aviation on this airbase. Now there was nothing. So what we did, we actually made a base on a complete vacant area with a lot of vacant plots, but you have to, you need a place to work. So that's the reason why we made this object. So and this is exactly what we mean with our vision behind the studio, strategic interventions. In architecture, it's about precisely chosen and carefully designed interventions, so on itself, but it sets new developments in motion. So that's something completely different than making an object which is finished and say goodbye. And I think that's what TVK is also trying to do. They look very carefully how they can set new developments in motion. They do it in a completely different way, but they are not interested in just making an object. So, that's where I also see many similarities. Oui, peut-être. Oui, pardon. Non, mais oui, je pense qu'il y a énormément de similarités justement dans la façon dont on essaye de voir les choses. Moi, j'ai été frappé par... J'avais pas vu le pavillon néerlandais à la Biennale, et puis j'ai découvert ce travail-là après, et j'ai découvert petit à petit aussi la façon dont, et avec le studio à l'université, la façon dont ça démarre une sorte de point de vue
sur le patrimoine et l'utilisation qu'on en fait. Et je pense que Raph et la Hollande, de ce point de vue-là, a quand même initié des choses assez fondamentales. On mène, nous, un travail avec des gens qui sont à la fois suisses et néerlandais, qui sont régulaires, qui étudient la façon dont les stratégies métropolitaines d'Amsterdam ou de Rotterdam prend en compte non pas ce qui est vide aujourd'hui, mais ce qui sera vide demain, c'est-à-dire la façon dont on programme des choses, et on sait que c'est de l'obsolescence programmée. Et quand on regarde ce qui se passe à Paris et dans le Grand Paris, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour donner des chiffres, ça fait toujours bien, il y a 11 millions de mètres carrés qui sont prévus de bureaux supplémentaires, sachant qu'on en a des millions qui sont déjà vides, et ce sont des produits immobiliers dont l'obsolescence est programmée, dont on connaît la date de fin d'utilisation. Et ça, c'est assez passionnant parce qu'on peut se dire que ce serait bête de construire tous ces mètres carrés, évidemment. On peut aussi se dire que l'obsolescence programmée, c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, que l'idée que tout ce qu'on a construit, et peut-être que ça reviendra d'ailleurs à ce qu'on essaye de raconter dans le pipe, cette quantité, et le problème est la quantité, cette quantité que la Terre a subie depuis très peu de temps, ce changement d'état dû à la quantité, nous met dans une autre condition, dans une autre relation à ce qu'on a construit sur la Terre. Et je pense que de ce point de vue-là, Raph et la Hollande, ils ont posé des jalons, et que il faut que en Europe et spécialement en France, on soit plus réactif et plus inventif vis-à-vis de ça. Donc c'est une bonne entrée en matière pour parler de la ville. Oui. Sorry, there's still continuing in my ear. In addition, what you were telling, so you asked in the beginning what is important for architects today. If they are sketching this millions of square meters, which are actually becoming vacant, and you get the question to make a new sustainable office somewhere, or the most sustainable office in the world, whatever, you have first to ask yourself as an architect, is this building really necessary? And in this case, the question is far beyond being ecological, sustainable, whatever. No, it's just a matter of, do we need this or not? So you should be really critical also towards the questions you get as an architect. Yeah, we have a different way of working. We start from our own fascinations, so we come up with our own ideas and confront them societal issues. But I think, generally spoken, it's really important that architects stay critical also towards their clients, also towards the questions they get, and try to think, is this really necessary? And if not, can I translate it to a more interesting question? And if not, maybe I shouldn't do it. Make choices. Donc, tout ça à propos de la ville me renvoie sur la question de la grande échelle, du gigantisme. Donc TVK, vous travaillez sur le Grand Paris. Jusqu'à présent, on a été plutôt dans une logique de développement productiviste, mais on arrive aujourd'hui à des constats qui indéniablement sont négatifs. La densité, elle est devenue la congestion, et la ville doit aussi faire face à des désastres écologiques. Thierry Pacaud, dans son dernier ouvrage, dont le titre est assez fort, Désastres urbains, les villes meurent aussi, alerte sur la prolifération de dispositifs urbains qui, à son sens, constituent de véritables désastres. Donc il évoque même l'idée que ces dispositifs sont la source d'un inévitable malheur. Et donc il récuse la viabilité de 5 objets de l'urbanisme contemporain, qui sont les grands ensembles, les centres commerciaux, les gratte-ciel, les gated communities et les grands projets. Donc Grand Paris, chez nous il y a le Grand Paris, il y a le Grand Lyon, il y a le Grand Bordeaux. Donc vous, dans le cadre de vos travaux sur la ville, j'aimerais bien que peut-être vous exprimiez un petit peu sur le Grand Paris, on reviendra sur Bordeaux après.
après, qui est aussi un travail très intéressant que vous menez actuellement à l'agence. Et donc, est-ce que vous vous êtes posé tout simplement la question de la dimension humaine, parce qu'au-delà d'une certaine taille de la ville, il y aurait une perte pour l'humain. Et donc, cette course au gigantisme qui, quelquefois, frôle l'absurde quand on évoque ces millions de mètres carrés de bureaux. Quelle question est-ce que vous soulevez dans le cadre de votre travail sur le Grand Paris? Quelle direction est-ce que vous donnez à votre travail? Bon, le Grand Paris existe déjà. Presque 12 millions d'habitants, une métropole de fait. Et l'idée que ce système-là pose un nombre de questions incalculables et que on doit essayer de les prendre de manière synthétique, alors qu'en fait c'est un système tellement complexe, tellement proliférant que elles sont sans doute non maîtrisables, c'est-à-dire au-delà d'une certaine taille sans doute, et il y a trois gigantesques métropoles en Europe que sont Moscou, Londres et Paris, et puis il y a un système néerlandais notamment qui est très différent et qui répartit à peu près la même quantité de population sur un territoire plus vaste. Au-delà d'une certaine taille, le fonctionnement en système n'est plus garanti, quoi. On est passé dans autre chose. Mais ailleurs qu'en Europe, on est arrivé à des systèmes urbains encore beaucoup plus complexes, quoi. C'est encore une autre histoire, encore une autre taille. Donc je pense déjà qu'il ne faut pas se raconter que on est capable de maîtriser ces systèmes-là. Voilà. Donc nous, dans le Grand Paris, en tout cas, on prend les choses de manière assez modeste. D'où peut-être votre travail sur les scénarios. Oui, alors, enfin, c'est pas sur les scénarios, ce qui nous donne peut-être l'occasion d'expliquer une chose. C'est pas un travail sur les scénarios, c'est un travail sur la scénarisation, ce qui n'a rien à voir. Parce que le scénario, en fait, dans le vocabulaire urbain classique en France, en tout cas, scénario, ça veut dire alternative, ça veut dire variante. Faites des scénarios, ça veut dire faites le scénario A, le scénario B, le scénario C. Nous, on essaye de travailler avec un mot un peu barbare qui est la scénarisation, et qui essaye de parler du temps justement, et de parler de la façon dont l'urbanisme a fonctionné avec des grands plans à horizon 2030, 2040, si on part d'aujourd'hui, toujours en se donnant un laps de temps assez lointain, et qu'on n'arrive jamais à réaliser ces grands plans. Et d'ailleurs, depuis les villes nouvelles, en France, on a eu une succession de schémas directeurs qui étaient des grands plans, et aucun d'eux, absolument aucun d'eux, n'a été réalisé. Et l'idée qu'on fonctionne avec l'image finie à terme, et que en se projetant vers cette image finie, on se dise quand on sera arrivé là, ce sera chouette, quoi. Vraiment, ce sera bien, on aura le monde sera plus beau, est une sorte de prophétie autobloquante, quoi. C'est-à-dire qu'on le sait maintenant qu'on ne fonctionne pas comme ça, qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, il y a une difficulté à conceptuellement passer le cap de ce système de planification. Pour les infrastructures, on peut comprendre qu'on planifie et que c'est des éléments qui doivent être non seulement planifiés mais financés sur le long terme. Mais nous, on se dit que pour transformer les choses, il vaut mieux scénariser. Et donc scénariser, ça veut dire, c'est plutôt la culture du chemin plutôt que la culture de l'image finie. C'est donc partir d'aujourd'hui et avancer dans le temps, et de voir comment stratégiquement on arrive à utiliser le temps comme un allié, comme un atout, et à voir comment est-ce qu'on va réorienter les choses. Et les infrastructures, de ce point de vue-là, elles sont extrêmement intéressantes, là aussi parce qu'on les a produites. C'est un patrimoine, on a ces infrastructures, on a investi énormément d'argent pour les faire, elles sont là, et maintenant on peut les utiliser, et on peut les utiliser différemment.
Je pense que, par exemple, le bunker est une infrastructure et que on l'utilise différemment et que en plus ça produit une pièce d'architecture incroyable. Oui. D'ailleurs, vous avez travaillé tous les deux sur les infrastructures. Vous, dans le cadre d'une exposition, vous aviez sur la mise en scène du port de Rotterdam. Vous veniez travailler sur l'infrastructure et TVK a mené et mène toujours, je suppose, une recherche importante sur le périphérique, notamment au sein de l'ex-groupe Tomato. Et donc la question à se poser, c'est que, bien que Pierre-Alain ait dit que finalement la question de la transdisciplinarité n'était pas si importante que ça, peut-être que là on pourrait y revenir quand même un peu assez brièvement, en se plaçant d'un autre point de vue. Qu'est-ce que les architectes, qu'est-ce que les architectes paysagistes, les artistes, en tout cas les autres disciplines, les philosophes, qu'est-ce qui pourrait apporter, que pourrait-il apporter dans ce domaine des infrastructures qui façonnent notre paysage? Non, je sais pas, peut-être tu évoquais Bordeaux, donc je peux rebondir un peu sur cette idée-là de l'infrastructure et notamment de la question du paysage. J'aimerais bien quand même que vous prononciez sur le périphérique. On reviendra à Bordeaux après, avec cette question de paysage et de nature. Sur la question en gros du périphérique et de l'infrastructure. En tout cas, là où vous vous rejoignez sur cette question des infrastructures, c'est que on porte un regard autre sur. Elles sont plus vues et vécues comme quelque chose de négatif. Oui, clairement, nous on a effectivement. On s'est beaucoup intéressé à cette question-là. Pierre-Alain le disait, on a beaucoup investi dans les infrastructures, puis on a fini par les détester. Donc il y a une sorte de paradoxe quand même assez fort où vous êtes énormément attaché à quelque chose, vous l'avez financé pendant très longtemps et puis vous arrivez à le détester, quoi. Donc effectivement, on s'est intéressé à l'infrastructure, considérant qu'elle était une sorte de révélateur d'un paradoxe très fort de la métropole et de la ville contemporaine, entre à la fois un objet absolument nécessaire et en même temps une séparation, une coupure extrêmement forte. Donc quelque chose dont on a besoin et en même temps dont on cherche à se protéger. Donc autour de cette question-là, on a évidemment cherché à essayer de comprendre comment on pouvait travailler avec l'infrastructure, en cherchant à la prendre d'une part dans une dimension beaucoup plus large, c'est-à-dire à la regarder comme un paysage, comme un territoire, dans une certaine épaisseur. Donc c'est là où je pense que ça renvoie à des questions qui sont évidemment liées au paysage, pas seulement, mais aussi au paysage, qui sont liées aussi aux usages, c'est-à-dire que si on considère que l'infrastructure est d'abord un support, c'est évidemment un support où on peut faire tout un tas de choses. Donc ça c'est vrai du périphérique parisien, mais c'est aussi vrai des infrastructures qui sont à Bordeaux, par exemple, où à Bordeaux on s'est beaucoup intéressé à la manière dont les infrastructures forment au départ des vrais systèmes de continuité. Et qu'avec ces systèmes de continuité, si on les associe notamment à des systèmes de paysage, on peut retravailler le projet urbain et l'armature du projet urbain d'une certaine manière, notamment pour répondre à des questions de risque, par exemple. C'est-à-dire que dans cette histoire-là sont rentrées d'autres compétences qui sont plutôt des compétences d'ingénierie. C'est-à-dire à Bordeaux, il y a, et ça je pense c'est aussi un des paradoxes que tu soulevais quand on parle de l'accélération de l'urbanisation. On nous demandait de travailler sur un site inondable en nous disant c'est un site qui est proche du centre, donc c'est un site où il y a toutes les raisons d'amener de la densité, mais en même temps dans des conditions qui sont des conditions de risque. Et cette situation-là, elle existe dans plein d'autres endroits. Elle existe à Paris, à Ivry, à Vitry, etc. Et à partir de là, la question, c'était comment ce travail sur les infrastructures pouvait aussi changer et nous permettre de travailler sur la question du risque. Donc à Bordeaux, par exemple, le travail sur l'infrastructure du sol, la manière de reconfigurer la topographie, la microtopographie,
on a changé la cartographie du risque. C'est-à-dire des zones qui étaient inondables, donc qui étaient a priori vouées à ne jamais pouvoir être construites, redeviennent des secteurs où on peut construire. Donc là aussi, on voit que les infrastructures peuvent être une source d'inventivité, de réinvention permanente. Voilà. Et ça convoque, on le voit là, des compétences diverses et variées sur les questions de mobilité, etc. Bon. Ronald, vous aviez quelque chose à ajouter sur les infrastructures? We didn't do much work on infrastructure, but we did. You were talking about a project we did in the Rotterdam port. We proposed, and it's related to what we were talking about earlier about phenomenology and how people experience place. So this highway goes through the port of Rotterdam and has really amazing views at certain points at the moment on the port of Rotterdam. And what we wanted to do was to maximize the experience of the people going through it. So we proposed an elevated highway, which made it possible to enjoy the view of the port of Rotterdam. But it was also solving a capacity issue of the highway. So it's also about combining different things. In this case, experience and a capacity problem. And what we discovered is that it's extremely difficult also to work on infrastructure. I think there has been made, if we talk about master planning, there are also many plans for infrastructure, but it is extremely affordable. It costs lots of money to realize a piece of the road. So that's the reason why it is necessary to come up with ideas for the future, but at the same time, it's also quite. It's the same issue with master planning, which is quite difficult. Has become quite difficult in the Netherlands, for example. But the studio is focusing more on strategic intervention. So the other way around, we have had the infrastructure is a little bit behind us because our scope is more. It's more starting from our own fascinations and what we think is interesting in the landscape. So it's more, if you talk about infrastructure, it's more about spatial structure, first of all. For example, the Dutch waterline is a spatial structure of 80 kilometers openness through the Netherlands, next to the Randstad. Extremely important for the future of the livable environment of the Randstad. So we first try to focus on this really sensitive spatial structures and contributed to this with strategic interventions. The bunker is one. It's not just this bunker on this spot. No, it's exactly on the right spot and carefully chosen with a combination of roads and highways, etc. So it's actually next to doing things next to infrastructure which are influencing infrastructure itself also and the way you can reach it. But on the other hand, if I'm going back to this big open structure of the new Dutch waterline made by Napoleon through the Netherlands is still really high quality for the Netherlands. So another strategic intervention, what we did is, for example, making a fortress completely public. It sounds really boring, but it's absolutely not. We turn this place in the middle of nowhere into a vital public spot. It works really well. It's every time, every weekend visited by hundreds of people. So within big structures, it's also important to be precise because you cannot design everything. So on one end, you should have a vision towards the future. Okay, infrastructure is important for connections, etc., etc. And these are scenarios or perspectives where you can think of. On the other hand, you also should look next to infrastructure, what is important and for spatial structures. That's what I would say. We always try to start with the spatial structure first, because especially in a small country in the Netherlands, it's completely different with the ring roads around the big cities here. It's a completely different question. So yeah, there's also to deal with the kind of topic where you're busy with. Of course. Yeah. Donc vous parliez de grande échelle, une occasion de rebondir sur le projet de Bordeaux, puisque là vous travaillez sur 150 hectares et sur les liens entre nature et infrastructure.
Donc cette question de l'écologie urbaine, elle me semble être aussi une problématique majeure pour les architectes aujourd'hui. Et je repense à un film qui avait été diffusé à l'ouverture de la 6e biennale de Rotterdam. Et c'était un film qui montrait la Terre vue de nuit depuis un satellite et qui montrait l'existence d'une nébuleuse urbaine continue. Donc c'était des images assez terrifiantes. Et le commissaire Dirk Simons en tirait les constats suivants. Je vais le citer. Avec plus de la moitié de la population globale vivant dans les zones urbaines, avec davantage d'arbres dans les parcs et les pépinières que dans la forêt tropicale, les villes sont devenues notre environnement naturel. Si nous voulons résoudre les problèmes mondiaux écologiques, nous devons d'abord résoudre ceux posés par le développement urbain. Donc votre projet à Bordeaux me semble assez emblématique. Et comment est-ce que vous abordez cette question de l'écologie urbaine à travers vos projets? Donc c'est une question aussi bien, même si je m'appuie sur Bordeaux, qui est valable pour les deux équipes. Mais à Bordeaux, comme le disait Antoine tout à l'heure, on a essayé de partir de la structure très fortement imprimée dans la ville par les infrastructures, et la nature, ou plutôt le type de paysage urbain que ça crée, et la façon dont ça permettait d'expérimenter la ville, d'avoir un déplacement à l'intérieur de la ville, de comprendre la ville. Et Bordeaux peut-être peut être mis en parallèle avec un autre travail qu'on fait à Bruxelles, où on essaye de transformer une autoroute avec un constat en fait assez simple, qui est une occasion d'ailleurs qu'on ne connaît pas trop en France, qui est qu'il y a trop de surface sur cette autoroute, qui est une radiale qui rentre dans Bruxelles. Il y a trop de surface par rapport au nombre de véhicules qui l'utilisent, et donc on peut réutiliser une grande partie de cette surface-là. Et c'est parler du vide là aussi. It's really about vacancy. Et cette idée que là aussi ce vide est une opportunité assez spéciale. Et donc c'est un constat sur l'espace public, parce que tout ça est de l'espace public. Tout ça est de la surface réalisée théoriquement pour le public, et qui a été avec un usage unique, mais qui bien sûr dans le temps et dans le futur va devenir autre chose. Donc ce qui est fascinant avec les infrastructures, et que l'architecture au sens de l'édifice n'a pas, mais pour nous les infrastructures sont des architectures, c'est que c'est à la fois un site et un programme. L'architecture, c'est site et programme, et les infrastructures sont à la fois un site et un programme. Et donc on peut les prendre comme des sites de réinvention, des sites de travail. Et j'aime bien l'idée de strategic interventions, parce qu'il faut être extrêmement précis dans le dispositif qui va faire changer la donne, changer le fonctionnement, et arriver vers une nouvelle condition, un nouvel état. Et je pense que ça, c'est un peu un mot valise écologique, mais je pense que c'est une façon d'avoir un point de vue sur l'écosystème, en tout cas, qui est devenu la ville aujourd'hui. À propos des stratégiques intervention, un des points que vous énoncez porte sur l'image. Et donc vous expliquez l'importance d'un concept clair et d'une visualisation forte. Ce qui fonctionne à merveille dans tout ce que vous proposez. D'ailleurs, on le vérifie encore ce soir dans le cadre de ce que vous présentez sur le half-pipe. Donc que ce soit par la maquette, dans les réalisations, dans le titre de vos projets, dans la série des 5 que vous proposez, ça permet de saisir, à chaque fois ce sont des pièces graphiques ou construites qui permettent de saisir immédiatement ce dont il s'agit.
Donc je pense aussi à Fireman Walk With Us, donc toujours cette idée de la vacance où dans un bâtiment vide, vous avez installé à chaque étage des rangées régulières de petits pots dans lesquels vous avez mis le feu quoi, qui ont été allumés. Et donc depuis l'extérieur, on avait le bâtiment qui s'éclairait, donc le vide qui était mis en évidence, le fait que c'était un bâtiment vacant. Et après, plastiquement, c'était très beau puisqu'on a l'impression on voit dans les vidéos d'un bâtiment qui est en feu. After Image, l'espace public sur lequel vous travaillez actuellement, c'est pareil, c'est une image très forte. Donc c'est un bâtiment qui a été rasé, donc vous venez mettre en évidence les fondations. Dans Secret Operation, que le 610 qu'on peut voir dans la vidéo, vous proposez comme laboratoire de recherche un engin mobile. Donc c'est à mi-chemin entre le vaisseau spatial, l'engin guerrier. Donc il est assez anguleux, perché haut sur ses pattes, il se déplace sur des chenilles. Tout ça, ça rappelle aussi un tank guerrier. Vos dessins, vos réalisations, c'est toujours quand même un univers assez dur, voire un univers guerrier. Est-ce que c'est volontaire de votre part ou voilà, est-ce que c'est dans votre inconscient? Et on conclura peut-être là-dessus puisque là on a atteint le temps de parole. Je pense que peut-être après on peut passer assez rapidement la parole au public dans la salle. Donc alors, cette question de l'image et de ce qu'on peut y lire. Est-ce qu'il y a une fascination pour la guerre chez vous? Vous travaillez quand même beaucoup sur les bunkers. I think for all three of us, of course, we have a big fascination for war architecture. Ronald and Eric grew up near the Dutch waterline, so they were dealing with these bunkers a lot of times. And I'm from former Yugoslavia. I also have a big history in war architecture, so I think we all three have a big fascination for it. But it was never deliberately that we have this harsh architecture. I think maybe it's a bit harsh, but it's also really sensitive because it's all really materialized and detailed very well. So you can use it in a very good way. That's very important. And also, I think the clear concept is very important in every project, but it's always. We always try to make a big statement at first when you see it, but then it has different layers. So, for example, Fireman Walk With Us is a project. It shows you the vacancy of the building by lighting it up, but it also is about difficulties with fire regulations in vacant buildings that makes it so hard to do stuff in vacant buildings temporarily because you have this fire regulation. And by really working together with the fire department of that town, we were able to do something that seemed impossible at the beginning. So every project has different layers like that, but the first image should be very striking, should invite you to discover it completely. I think this is a clear explanation, and also that it is multi-layered. So there are many layers to discover, and that makes it also difficult. But I think also in your work, there are many layers to discover. It's always difficult just to talk about one thing about interdisciplinary works, because it's not the goal. It's just something that helps you to bring the project further, and to come up. In the end, the project should be rich in the way you can experience it. If you just want to see a sea of vacancy in the Venice Pavilion, okay, take a picture, go away. If you want to discover more, there are 10 different layers to be discovered. The same for Secret Operation. It's also about dealing with infrastructure, a whole military airbase. So, but if you just want to see an object which is carefully designed and etc., it's also okay. So I think there are many layers to be discovered, and that makes a project rich. And that's also why we just went to their project and tried to get grip on it. What did they exactly do, and how did they do it, and how do they evolve, and how is this zoning indeed on the square
where is it coming from? Why are the skaters there and not on that side? So we didn't figure out everything, but it seems to be smart, or you feel that the project is multi-layered, and I think this is extremely important. In contemporary urban environments. Yeah. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non. Derrière moi. Si, moi j'ai une question. Oui. Moi j'ai une question, c'est quand est-ce qu'ils vont revenir, hein, parce que voilà, vous avez bien compris que c'était une expérimentation ce soir et je voudrais vous remercier infiniment d'avoir participé à ça, comme je remercie les équipes qui là aussi ils ont accepté, parce que c'était pas forcément évident d'accepter cette expérimentation entre là-bas en effet l'installation, ici l'intervention, et je pense que ce soir on a donc une préfiguration de ce cycle de débat. J'ai oublié de dire une chose tout à l'heure, c'est que tout ce travail va faire l'objet d'un livre DVD qui sera en fait la compilation de tout ce travail, de toutes ces interventions dans la multiplicité de l'offre. Et je remercie TVK d'avoir tout de suite saisi la plateforme et l'être approprié à ce point, avec déjà presque c'est une compétition dans la programmation, c'est formidable. Donc ça marche encore mieux qu'on ne pensait, aussi vite. Donc merci à tous, merci à vous. Revenez et vous allez voir, je pense qu'on va vous surprendre de plus en plus avec XTU et 51.4 derrière. Là, ils sont dans les affres de la création, se dire voilà, sur le halfpipe, qu'est-ce qu'on va faire après eux? Voilà, donc déjà, ils savent à quoi ils peuvent s'attendre. Donc vous allez voir, il y aura d'autres surprises. Donc merci vraiment à tous. Et maintenant, on va pouvoir continuer à côté à discuter. Voilà, merci à tous.